pour accompagner notre méditation, quelques réflexions sur les façons de s'intérioriser. Méditer peut être décrit aussi comme l'art d'adopter des postures mentales. Être capable de placer l'esprit dans une position telle que je recrée en moi l'harmonie, l'équilibre et la force. Alors tout en m'intériorisant et en observant mes pensées, je laisse aller dans le passé tout ce qui appartient au passé et je ne me préoccupe pas du futur. Je prends juste quelques instants pour apprécier le fait d'être ici, d'avoir pris le temps ce soir pour me faire du bien, pour être avec moi-même et en harmonie avec les autres. Et je me laisse aller un peu dans le courant des pensées intérieures. Et très doucement, je dirige mes pensées. Et je joue avec mes pensées. Méditer, c'est aussi faire des expériences. Explorer des parties de moi-même. Alors pendant les prochaines minutes, je vais faire apparaître différentes postures de l'esprit. Je prends par exemple la posture du calme, comme si j'étais actif tout au long de la journée, en allant ici et là, en courant un peu à gauche, à droite. Et tout à coup, en une seconde, ce simple mot devant moi, le calme. Et j'applique ce mot à toutes les parties de moi-même. Mon corps, calme. Mon esprit, calme. Mon cœur, le calme. Et peut-être que sur l'écran de mon esprit apparaissent des images associées au calme. Une scène de la nature, une géométrie abstraite, une lumière, le calme. Et c'est comme si mon être tout entier était dans cette position de calme, le corps immobile, l'esprit dans le calme. Et les vibrations que j'émets sont calmes.
comme si je répandais des ondes tout autour, de calme. Et j'essaye d'ancrer le calme en moi encore plus profondément, en me disant que le calme, c'est ma force. Le calme me donne la force. Le calme me rend fort. En une seconde, je peux adopter une autre position. Alors je choisis en une seconde d'essayer la posture de la douceur, comme si j'effectuais une légère modification. Du calme, je passe à la douceur. Comme si tout à coup un léger mouvement venait animer mon esprit, mon cœur. La douceur. Les images sur l'écran de mon esprit changent. Des images avec un léger mouvement, changement de couleur, les nuances, la caresse, le vent, l'herbe, le sourire. Un courant de douceur. Comme si ma pensée devenait fluide, sans aucun accrochage. Elle peut couler sur tout. Le bien, le mal, le bonheur, la souffrance. Je ressens la douceur. Je fais apparaître les autres devant moi et je sens la douceur, la non-violence. Et si je me regarde et je pense à moi, envers moi-même aussi, j'émets cette douceur. Aucune agressivité. Simplement me préoccuper du bien. Des pensées douces, un cœur doux, un regard doux, posture de douceur. Et ce léger mouvement s'accentue. Et je prends maintenant la posture du bonheur. Je laisse entrer en moi le calme, la douceur et le bonheur. Un bonheur libre, un bonheur naturel. C'est le bonheur de la vie, le bonheur de l'amour,
le bonheur d'un esprit libre, sans souci. C'est le bonheur de l'espoir. Le bonheur d'être. Image de bonheur. Soleil. Lumière. L'éclat d'une fleur. Les yeux d'un bébé. Le bonheur est entre mes mains. Je porte mon bonheur. Et je tiens mon bonheur par la main. Je suis responsable de mon bonheur. Et il est responsable de moi. Alors je place ce bonheur au plus profond de mon cœur, comme un engagement. Et je me dis que peu importe ce qui se passe, peu importe les situations, je ne devrais jamais quitter mon bonheur. Le calme est ma force, la douceur mon inspiration, mais le bonheur, c'est ce qui rayonne en moi. Le bonheur est ce qui me lie à la vie, au-delà de ce qui est éphémère. Le bonheur me transporte toujours plus loin. Alors je reste dans cette posture du bonheur, les bras ouverts, dirigés vers le ciel, la tête haute et les respirations profondes. Je suis le bonheur, je vis le bonheur. Je suis le bonheur. Je vis le bonheur.
Bonsoir tout le monde, bienvenue. Alors, content de vous retrouver, bienvenue à tout spécial. On est dans la journée, premièrement d'abord c'est l'été. Oui, je confirme, non, c'est l'été, c'est officiel, il faut passer aux apparences, c'est l'été. Et aujourd'hui, c'est la journée internationale du yoga, une journée déclarée par le Premier ministre de l'Inde il y a maintenant 3 ans, c'est la 3e année si je ne me trompe pas, et qui a permis à travers le monde entier de faire voir et faire connaître un peu plus ce qu'est le yoga dans toutes ses formes. Alors tous les centres Brahma Kumaris aujourd'hui et au cours des prochains jours organisent des événements plus ou moins spéciaux. Ce soir, c'est très spécial. C'est comme d'habitude, mais on dit que c'est très spécial. C'est comme d'habitude. C'est une habitude spéciale. Ça va? Alors, je ne ferai aucune posture de yoga. Je ne me mettrai pas la tête à l'envers, ni de côté, ni... non, aucune façon qui pourrait me faire du mal. Et on va parler de yoga, mais d'un yoga un peu plus subtil. On a également la visite au Canada et aux États-Unis pour les prochains jours d'une personnalité très intéressante chez les Brahma Kumaris qui s'appelle Shivani, qui est un phénomène incompréhensible de notre part, mais qui s'est révélé depuis des années, qui est une femme assez jeune, elle est dans la quarantaine, je pense, mariée, ingénieure, vit en Inde. Et quand elle a commencé à donner des conférences, ça a été le gros boom. Et là, elle est devenue la méga star des Brahma Kumaris à travers le monde. Mais vraiment un phénomène assez culturel aussi, indien. Toute la diaspora indienne mondiale est absolument accro à Shivani. Vous n'avez jamais entendu parler. Elle va être à Toronto le week-end prochain. Elle est à New York. Elle a fait une tournée nord-américaine. Et j'aurai de la chance d'aller l'accueillir à Toronto et à Chicago, être un maître de cérémonie. Et c'est des auditoriums trop petits, 3000, 5000 places, c'est déjà plein. Et tout ça est vraiment un phénomène intéressant. Et elle va animer au cours des prochains jours, ce soir, et pendant les prochains jours, justement, des sessions sur le yoga de l'esprit, le yoga mental. Et elle va être jumelée à 2-3 endroits avec un immense gourou indien qui s'appelle Baba Ramdev, que certains connaissent peut-être, grand leader dans un mouvement Patanjali. Et donc, c'est des manifestations de yoga. Je vous raconte ça parce que c'est dans le cadre de l'Organisation internationale de yoga. Et à Toronto, par exemple, ils ont commandé 5000 matelas de yoga pour offrir à tous les participants. Alors, ça va être assez différent comme... Là, ça va être original. Ce soir, vous n'allez pas devoir vous contorsionner, mais enfin, pas plus que d'habitude. Mais la Journée internationale du yoga a vraiment montré un visage intéressant. Et la plupart des groupes proposent un yoga généralement assez physique, soit axé sur les mantras, la respiration, la posture du corps. Et quelques yogas existent, dont celui-ci qui s'appelle Raja Yoga, qui est un yoga plus mental, intérieur. On se torture beaucoup l'esprit. Non, on ne se torture pas, on se positionne l'esprit, disons-le comme ça, différemment. Mais parfois, ça ressemble à une torture. C'est que tu as un problème, puis il faut que tu te dises, ce n'est pas un problème. C'est une solution déguisée. Ça, c'est une vue de l'esprit, non? Quelqu'un vous tombe sur les nerfs, puis vous dites, non, il ne me tombe pas sur les nerfs. Il m'apprend quelque chose de très important. Et j'ai besoin de cette leçon. Donc j'accueille avec bras ouverts cet énergumène qui m'énerve profondément. Mais il ne m'énerve pas du tout. Je suis très calme et je l'adore, je l'aime beaucoup. Ça, c'est du yoga mental. La loi naturelle voudrait qu'on sorte les griffes et les poings, mais la posture de yoga, c'est je sors la fleur et je dis à l'autre, t'es formidable. Quel bon professeur, vraiment. Si je t'avais pas, hein, je progresserais jamais dans la vie. Merci de me faire progresser. Vous voyez le genre? Ça frôle le masochisme, hein, ça se décrit à peu près pareil, mais avec l'avantage qu'il nous met à l'envers un petit peu. Et on a plein de postures de yoga dans lesquelles justement, celle de la chandelle, je pense, si je ne me trompe pas, où on se met pratiquement à l'envers. Nous, on fait ça mentalement aussi, on met complètement le tout à l'envers. Puis on se demande combien de temps tu peux tenir comme ça, la tête à l'envers. Alors, c'est un peu de ça dont on va parler ce soir. Ça va? Parce qu'il y en a qui sont venus avec l'idée de faire des postures de yoga spécifiques, non?
Des gens qui ne sont pas payés pour. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans notre forme spirituelle de yoga? J'ai évoqué un petit peu des postures en méditation tout à l'heure. C'est un peu l'approche même philosophique où on se met en posture de calme, de douceur, d'amour, de bonheur, etc. Mais j'arrête dans la pratique du Raja Yoga. Moi, ce que j'ai beaucoup retenu en ce moment, c'est que le yoga, en fait, est beaucoup axé sur l'alignement. C'est une question d'alignement, de mettre en ligne certaines formes d'énergie avec cette idée que quand il y a un alignement, il y a un courant qui passe. Si tu as un fil avec une prise mâle, puis tu as une prise femelle, c'est formidable d'avoir ça dans la maison, mais tant que tu ne les mets pas ensemble, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Et dans le yoga, c'est un petit peu la même chose, c'est une question d'alignement ou ce qu'on appelle souvent la connexion. C'est de mettre ensemble des énergies, des idées, des émotions, des concepts, de sorte à ce que ensemble, ça clique, puis il y a une énergie. Et s'il n'y a pas cet alignement, des fois, comme on est désaxé, et on a l'impression d'avoir tous les éléments, mais on n'a pas l'énergie qui vient avec. Et il y a des gens qui ont une très belle philosophie de vie, qui ont plein de grandes idées, mais ça ne se manifeste pas ni par le bonheur, ni par la patience, ni par la douceur, ni par la paix. Puis tu te dis, c'est bien ces grandes idées, mais pourquoi elles ne marchent pas? Pourquoi on sait des grandes choses? Pourquoi on a des beaux concepts? Et on voit des leaders spirituels qui font des burn-out. On voit des religieux qui ont des petits problèmes comportementaux. On voit des médecins malades. On voit toutes sortes de déconnexions comme ça qui montrent que malgré le fait qu'on a plein de bonnes idées, et on voit d'ailleurs, je dois l'avouer, des Raja Yogis complètement débranchés par moments. Ils sont très divertissants, ça c'est toujours très très drôle et je vous en parlerai tout à l'heure si on a le temps pour des sessions d'humour. Mais on est tous, avec nos connaissances, par moments déconnectés. Et c'est un peu l'expression qu'on utilise déjà, de dire, lui, il est déconnecté. Il y en a qui sont déconnectés en permanence. Ça fait leur personnalité très intéressante. Et ils sont en permanence pas mal déconnectés. Puis on les dit qu'ils sont pas mal flyés, ils planent, ils n'ont pas trop les pieds sur terre. Ou plus gravement, ils sont déconnectés dans un poste de responsabilité. Je vous laisse imaginer de qui on peut bien penser, à qui on peut bien penser. Ça arrive aussi. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de connecter et quel alignement on essaye de générer? Et on peut penser à plein d'approches, bien sûr, dans le Raja Yoga, mais je voudrais vous proposer ce soir, en fait, 3 dimensions intérieures qui peuvent être vues peut-être comme des postures, comme des positions, mais qui sont en fait des possibilités d'identité, des façons de redonner une autre identité. Alors, ça va être 3 formes très positives, mais je vais déjà évacuer peut-être toutes les négatives auxquelles on pourrait penser aussi, pour vous montrer un peu vers où je vais m'en aller. Dans les formes peut-être plus négatives, on a par exemple en nous des identités qu'on peut appeler par exemple le marchand. Le marchand, c'est le businessman. Toujours en train de faire un deal. Toujours en train de dire une attitude que je fais quelque chose, mais j'attends quelque chose en retour. Je marchande tout le temps. Je veux bien ma condition. Ça m'intéresse. Donc, j'ai un intérêt. Je fais ça parce que j'ai un intérêt. Donc, OK, il y a un deal. Et on a une personnalité comme ça qui est très forte en nous, qui s'appelle le marchand. Je pense que c'est le terme qu'on peut utiliser. Le commerçant, peut-être, l'homme d'affaires, le businessman. Et c'est intéressant comme identité parce que si vous le dévoiler ou démasquer ce marchand, vous allez voir qu'il est très drôle, toujours en train de calculer les profits, heures d'ouverture, heures de fermeture. Quelqu'un veut te parler? Non, moi non, là je suis fermé, je suis désolé, pas disponible pour un commerce. Je veux bien t'aider, mais demain matin après 9h, d'accord? Ça c'est le marchand qui est en train de faire son business. Alors après, il y a bien d'autres personnalités. Il y a des personnalités plus destructives, par exemple. Il y en a une qui est très connue en psychothérapie, qui est le saboteur.
Alors lui, il adore saboter. Alors là, il attend que tu crées quelque chose, puis te laisse faire. C'est beau, continue. Ouais, c'est bien, c'est beau ce petit monument magnifique. Puis là, il commence à se régaler parce qu'il sait très bien qu'à un moment donné, son but, c'est de tout faire écraser, de tout faire échouer. Et je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'est un personnage très divertissant, qu'on connaît bien, que dans les professions, des fois, c'est un peu celui-là qui va se manifester pour faire en sorte qu'une personne perde son emploi. Et on dit souvent, il y a des gens qui se sont eux-mêmes mis dans ces situations-là. Et c'est comme s'ils étaient programmés pour s'autodétruire pour une raison X, Y, Z. Il y a un saboteur en lui. Moi, j'ai un saboteur aussi qui est assez doué. Et souvent, c'est quand je lance des beaux programmes personnels en me disant, bon, à partir d'aujourd'hui, vraiment, là, je fais ça, c'est mon plan. Alors, le saboteur, et je sais que ça, finalement, j'ai une cible à faire sauter bientôt. Et généralement, il est quand même sadique, le saboteur. Donc, il va laisser quelques jours à ce créateur pour me dire que finalement, je suis pas mauvais, c'est bien, j'ai réussi. Puis à un moment donné, alors là où on le voit pas venir, mais pas du tout, il te met une petite mine juste sous le pied, puis ça va pouf. Puis on a tendance à s'auto-détruire, en fait. On peut appeler ça des vieilles tendances, des vieilles habitudes. Mais c'est du sabotage, en fait. C'est nous-mêmes qui créons notre propre échec. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est nous-mêmes. Ceux qui ont essayé d'arrêter des accoutumances, très doué le saboteur. Il ne va pas tout de suite, quelqu'un qui arrête de fumer, ça ne va pas juste venir comme « ok, je fume ». Ça va être plutôt comme la bonne raison qui fait que je vais reprendre de fumer. Ah ben, ce sera trop stressant. Non, là, je ne peux pas supporter ce stress. Tu sais, il va trouver une façon de détruire le bien qui a été fait. Alors, ça serait une autre identité saboteur. Il y en a de nombreuses comme ça. Je pourrais faire la liste, là. Il y en a beaucoup. Puis chacun en a plus ou moins selon sa personnalité, avec des visages différents. Il y en a de faiblesse, il y en a de violence, il y en a de manipulation. C'est tous des aspects de la personnalité qui peuvent se manifester. Évidemment, le yoga, la méditation, essaye de nous amener à l'opposé de tout ça. Et souvent, on peut penser à des identités assez évidentes, assez, comment je peux dire, prévisibles. La bonne personne, la gentille, etc. Bon, on a toutes ces personnalités en nous aussi, le généreux, celui qui sait aider. On a tous ces visages qui apparaissent aussi. Mais j'aimerais vous en proposer 3 qui sont vraiment 3 pôles très forts en spiritualité et qu'on connaît peut-être moins, qu'on n'a pas pris le temps de faire épanouir pleinement. Et le premier, il est vraiment spécifique en fait dans cette formulation-là au Raja Yoga. Et c'est une identité qu'on décrit comme étant en fait métaphysique, purement énergétique. Et le côté de cette personnalité, c'est en fait de ne pas être physique. Tu vois, vous êtes vu des fois pas physique. Si vous vous sentez des fois pas physique, non, hein, c'est pas mal physique notre affaire. C'est normal, on est dans un corps, on est dans un monde physique, on interagit tout le temps, on a faim, on est fatigué, on a envie de faire pipi. Ça arrive, c'est normal. Puis ça conditionne pas mal le rythme de la vie. Et on est maintenu en vie beaucoup parce qu'on est dans un corps physique. Et apparemment, quand on n'est plus dans le corps physique, ceux qui observent le phénomène disent il est mort. Et ceux qui voient autre chose peuvent peut-être dire non, il n'est pas mort, il a juste quitté le corps, puis il est ailleurs. Alors après, selon les croyances, on peut être dans bien des endroits. Dans la méditation, ce qu'on essaye de vivre, c'est quelle est mon identité non physique? Et qu'est-ce qui existe en moi? Et on en a parlé les dernières semaines d'ailleurs. Cette force vitale, cette force vivante, qui n'est pas faite d'atomes, de molécules, de chair et d'os, mais qui est purement une manifestation de la conscience, de l'énergie de soi. Alors dans la méditation, ce qu'on va faire à un moment donné, c'est ressentir au centre du front une énergie qu'on appelle, nous, l'âme. Pour appeler ça l'être.
À la blague, je dis toujours, vous pourriez appeler ça une carotte, mais c'est pas très poétique de dire je suis une carotte au centre du front. Ça peut être une licorne, mais c'est pas comme ça. Alors, on peut appeler ça comme on veut. Nous, le terme qu'on met, c'est l'âme, l'être, le soi. Et l'idée, c'est que l'être vivant est une énergie pure, une énergie puissante. Une énergie qui n'est pas associée au temps, à l'espace, à la matière. Mais cette énergie se manifeste par la pensée, la conscience, l'émotion et même la personnalité. Et notre corps est en fait un peu je pense que la semaine dernière, on l'appelait le lecteur d'âme, c'est ça? Comme un lecteur CD, un lecteur DVD. Mais le corps devient un lecteur d'âme. C'est-à-dire qu'il faut mettre une âme dans le corps, puis what? Yeah, hello. Et chaque corps devient un peu l'extension, la prolongation de l'âme. Et le corps exprime en fait ce qui est dans l'âme. Ce qui fait qu'il y a généralement, ou par quelques exceptions, les corps sont tous assez différents les uns des autres. Et ensuite, évidemment, la vie et la personnalité de chacun est complètement unique. Parce qu'elle est souvent ce qu'on appelle l'extension ou la prolongation de l'âme. Et l'idée est d'être capable, dans méditation, de se soustraire un peu à tout notre aspect physique et à ressentir pendant quelques instants juste cette énergie, cette force énergétique, puis de s'abandonner un peu dans cet état d'être qui est en fait comme étant vraiment branché dans le courant. Quand je parlais de connexion tout à l'heure, là ça devient une espèce de connexion très énergétique. Et souvent ce qui se passe dans cette posture de l'esprit, où on va visualiser au centre du front généralement juste la lumière, où on se dit peut-être en pensée « je suis une âme », je suis un être de lumière. Je ne suis pas dans le temps, dans l'espace, je suis juste une âme. Ce qu'on ressent souvent à ce moment-là, c'est une énorme puissance, juste une force intérieure. Et ça devient vraiment intéressant de ressentir cet abandon, très peu de pensées, des pensées très simples, minimalistes, une déconnexion avec la matière temporaire, pour ressentir simplement cet état d'énergie. C'est assez abstrait, c'est pour ça qu'on a une image qui en général essaye de représenter à quoi ça ressemble. Ça ressemble en fait à une source de lumière, une étoile, une lumière, un soleil, comme vous voulez. Et l'idée, c'est qu'en méditation, ce qu'on ressent, c'est ce que les hindous, que d'autres traditions ont appelé l'ouverture du troisième œil. Donc ce sentiment qu'il y a comme une force au sein de nous qui est la vie. Et on le suggère souvent, si vous essayez d'imaginer d'où viennent vos pensées, vous allez voir que les pensées, elles viennent bien de quelque part. Et essayez physiquement même de vous demander où naît ma pensée. Si vous parlez, vous savez que votre voix, elle vient, enfin normalement de la bouche, là, si ça fonctionne bien chez vous. Mais en général, ça sort par là. Et vos pensées, elles viennent d'où alors? Essayez d'imaginer vos pensées qui sortent du nombril. C'est juste weird. C'est juste comme ça. C'est pas normal, mes pensées dans le nombril. En tout cas, moi, j'ai du mal à connecter à ce niveau-là. Mais si je me dis mes pensées quelque part dans la tête, au centre du front, ben c'est de là que viennent les pensées. Alors l'idée, c'est de développer cette posture mentale, cette identité, juste de la même façon qu'on pourrait être dans un... Pour moi, c'est un peu être comme dans un spa, une espèce de bain tourbillon. Tu te fermes les yeux, puis qu'est-ce que tu fais? Tu essayes d'avoir presque rien dans la tête. Tu es dans une expérience flottante de bulles, de température, de bien-être, n'est-ce pas? Non? Alors, peut-être qu'on peut visualiser cette première posture de l'être comme un bain de lumière. Je vais juste prendre un bain de lumière. Puis dans un bain de lumière, t'es vraiment, tout est à off à peu près. Pense pas trop à ce qui va m'arriver demain, ce que je vais faire, ce que j'ai vécu hier. C'est vraiment un bain de lumière. De se dire, c'est comme si je suis branché sur un câble électrique. Puis je vais juste ressentir le courant.
Puis il n'y a pas de forme, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'expansion, il n'y a pas de projection, il n'y a pas de planification, il n'y a rien. Il y a juste buzz. Si vous entendez un bruit, c'est peut-être ça, juste buzz. C'est comme une espèce de buzz. That's it. Et les pensées deviennent vraiment très, 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 très lentes. Mon expérience, souvent, c'est que même entre deux pensées, des fois, il y a un très long silence. C'est assez impressionnant le calme dans lequel l'esprit va se retrouver. Et ça, c'est un peu ce que nous, on appelle des fois une forme de conscience d'âme. Une approche dans laquelle l'âme est purement consciente d'être une âme. Une lumière consciente d'être lumière. Ça vous est déjà arrivé de voir l'âme? On dit souvent, si on était Saint-Exupéry, on dirait, s'il te plaît, dessine-moi une âme. Feriez quoi comme portrait feriez quoi comme image, hein? Fais faire une lumière. Puis on dit, Saint-Exupéry était très intelligent, il dirait, ben lui, qu'est-ce qu'il ferait comme dessin? Si vous connaissez la femme, il ne ferait pas une boîte. Non, il ferait un corps physique. Puis voilà un corps. Puis l'âme que tu veux, elle est là-dedans. C'est ça la métaphore de Saint-Exupéry. S'il te plaît, dessine-moi un mouton. Il n'a pas dessiné le mouton, il a dessiné une boîte, puis il dit voilà une boîte, puis le mouton est dans la boîte. Puis comme ça, il n'y avait pas à dessiner un mouton. C'est plus facile de dessiner la boîte. Alors nous, c'est pareil, on dit ben, le corps, c'est le corps, puis l'âme, elle est dedans. Mais elle n'est pas visible, parce qu'elle n'est pas physique. Elle n'est pas matérielle. Elle n'est pas axée dans le temps. C'est ça qui est très abstrait avec l'âme. Alors l'idée, c'est dans cette posture, c'est d'aller chercher un alignement, je dirais, intérieur, qui fait que le contact est vraiment purement énergétique. Et dans cette expérience, la seule dimension, c'est la puissance, la force. Ils appellent ça vraiment le power. C'est la force intérieure, la puissance. On n'est pas dans l'amour, la tolérance, la personne qui m'énerve est mon professeur. Non, on n'est pas là-dedans du tout. On est juste dans le buzz, bzz, le courant, puis l'empowerment. C'est vraiment on s'emplit de puissance, on se fait le plein d'énergie. C'est vraiment être le téléphone cellulaire pratiquement fermé sur le chargeur. Enfin, il attend. Il attend jusqu'à un moment donné, il y a un petit signe qui te dise ça y est, c'est chargé, 100%, tu peux aller maintenant, va t'amuser. Ça va? Première posture. On va la faire après en méditation. Deuxième posture, l'âme est chargée, elle revient dans son corps, puis là il faut qu'elle fasse quelque chose. Et les deux autres postures, en fait, sont un peu comme un peu un négatif, un positif, un peu comme un complément d'image. Et la deuxième posture est celle qu'on identifie beaucoup à la plénitude intérieure. C'est-à-dire que je ressens tout pour mon propre bien-être. Je vis mes valeurs à 100% pour mon propre bien-être. Je suis le bien. Je suis le bonheur. Je suis l'amour. Je suis la paix. Je suis le calme. Je suis toutes ces valeurs dans leur forme de plénitude. Et ça, on ne le vit pas souvent, parce qu'on s'est tous mis une liste d'ingrédients avec des petites mesures. Et si on vous demande votre mesure de bonheur, c'est quoi? Ah, ben c'est surtout le week-end, c'est pendant les vacances, c'est quand je suis amoureux, amoureuse, c'est mardi dernier, ouais, il y avait du bonheur. Mardi dernier, je pense qu'il y avait du bonheur, mais ça reste limité de temps en temps. Est-ce qu'il y en a ici qui pourraient dire qu'on est l'incarnation du bonheur, 100%, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Non. Hein? Enfin, si vous l'êtes, dites-moi comment vous faites, parce qu'à ce moment-là, on change de place tout de suite. Mais on cherche cet état-là. Et l'approche de la méditation est très simple. Elle dit, pour devenir l'être que tu souhaites devenir, il faut d'abord être cet être dans l'expérience. Et après, tu vas le devenir. Donc, c'est le paradoxe de se dire, pour devenir patient, tu peux travailler la patience toute ta vie. Une personne à la fois. Ça, c'est très compliqué. Tu peux faire ça.
C'est ce qu'on appelle du labeur. Puis ça s'appelle travailler fort. Chaque personne te fait développer la patience. Ou l'approche psychosomatique, Raja Yogi, manipulatrice, qu'on est en train d'exercer sur vous ce soir, c'est de vous dire, mais en fait, je viens de comprendre, mais je suis patient, c'est ma nature, c'est mon nouveau truc, c'est génial, je suis patient. Et là, pendant une demi-heure, on fait une méditation et on essaie de faire ressortir l'expérience d'une patience, mais vraiment à toute épreuve. Et on se dit dans la méditation, ah, j'aime ça, là. Je pense que ce serait pas mal. Je pense que je me vois comme ça. Et on essaye tellement d'afficher cette identité, puis d'y croire tellement, qu'avec un peu de chance, dès qu'on passe la porte ici, bah, tout à coup, elle va commencer à se manifester. Et évidemment, le saboteur va venir vous voir, puis il va très rapidement enlever tout ça. Donc, il faut revenir. Ça, c'est malheureusement un petit problème. Il faut revenir. Et là, on va encore une fois recommencer l'autosuggestologie, puis vous dire non, 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 tu es patient. C'est ça ta vraie nature. Tu l'as déjà été, tu as juste perdu un peu comment ça marche. Tu t'es déconnecté de la patience. Tu peux te reconnecter. Et la méthode du Raja Yoga, c'est de vivre des valeurs tellement profondément en méditation qu'après la méditation, éventuellement, il en reste une trace. Puis c'est comme un appel. Et quand le moment d'impatience surgit, il y a comme l'écho un peu de ce qu'on a vécu qui est ouais, finalement, non, je vais essayer d'être patient. Mais on n'est plus juste dans l'effort. On est un petit peu inspiré quand même par ce qu'on a vécu. Donc ça, c'est l'approche. Alors, dans le package total qu'on vous propose, plutôt que de juste prendre un peu de patience en disant, on propose une approche totale, c'est-à-dire cette deuxième posture que je définirais un peu comme celle de la plénitude. C'est une plénitude qui s'applique à soi, qui se manifeste comme étant un bien-être avec soi-même. Pas égoïste, mais de préoccupation pour mon bien-être. C'est-à-dire, je suis responsable de ma température intérieure, de mon niveau d'essence, du mécanisme de mes genoux, de mes articulations. Donc, je suis responsable de mon fonctionnement. Et cette posture, c'est donc celle dans laquelle je me dis, non plus je suis juste énergie, lumière, etc. Non, non, je suis Eric, ou je suis qui je suis. Mais je visualise toutes les valeurs dans leur plénitude. Et j'essaie de me mettre dans cette posture d'être en anglais, c'est plus joli, ils ajoutent full après tout. Love, full. Peace, full. Happy full, non? Ça existe ça? Blissful, hein, c'est blissful, c'est ça. Blissful. L'anglais est très technique. Nous, en français, il faut dire empli d'amour, empli de bonheur, empli de paix. Mais on essaie de faire donc cette posture de être empli, la plénitude. Et juste de vivre, qu'est-ce que ça veut dire si moi, l'âme, je n'ai plus en termes d'ingrédients 2% de bonheur, 8% de patience, puis ça c'est juste, évidemment, 5 jours semaine, 20% de tolérance, etc. Mais si jamais je pousse tout ça, puis je dis, OK, 100%, 100%, 100%, 100%, ça paraît impossible, non? Impossible. Dans les faits, oui. Mais dans la tête, est-ce que dans la tête, c'est impossible? Ça ne dure pas. Mais dans la tête, c'est possible. C'est possible. Alors l'idée, c'est pourquoi ne pas le vivre quelques secondes? Après tout, on essaye bien dans la vie physique de vivre pour quelques secondes, et je dirais pas quoi, des moments d'extase aussi, non? Puis il y a plein de méthodes possibles et inimaginables, dont certains yogas qui vont vous le proposer. Mais on peut chercher une espèce de buzz, que ce soit par des drogues, par le sexe, par la nourriture, par la musique, par toutes sortes de façons. Des petits moments d'extase où tu dis, ouh, ok, là il y a un buzz sensuel. Je dis pas que c'est mauvais, c'est juste c'est dans le monde physique, on cherche ce buzz sensuel, sensoriel.
Pourquoi mentalement on n'irait pas chercher un buzz spirituel? Buzzer avec le bonheur à 100%. Buzzer avec la paix à 100%. On sait que c'est temporaire. Mais c'est comme si on réalignait l'âme avec des nouveaux paramètres. Si on se dit, je suis venu ici pour un petit pain, c'est ça l'expression qu'on utilise des fois, que je mérite ça. C'est comme si on se limitait à ça. C'est le fameux plafond de verre dans toutes les expériences. On nous a habitués à ça. On s'est nous-mêmes définis comme ça. Moi, je suis pas très patient. Je m'énerve assez facilement. Ça y est, on vient de se fixer un barème. Moi, j'ai tendance à vraiment être intolérant, surtout un tel. Ça y est, on vient de se mettre des limites. Et c'est ce qu'on a fait toute notre vie. Par la société, par nos compétences, par nos habiletés, par nos capacités, par nos réussites et nos échecs. On s'est défini, ce que je disais tout à l'heure, une liste d'ingrédients. Moi, je suis comme ça. Les gens nous l'ont confirmé. T'es pas très patient. Hein? Non, je sais, ouais. OK, on confirme la liste d'ingrédients, patience, zéro. Alors, comment changer? Et plutôt que de s'exercer dans la matière, le physique, ce qui est dur, nous on dit, commençons par l'expérience mentale. Et l'expérience mentale n'est basée que sur une seule chose, la pensée. Donc, la seule chose qui peut changer mon expérience mentale, c'est la pensée. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'approche de Raja Yoga de dire je choisis consciemment ce à quoi je crois. Les gens disent souvent la foi, il faut que tu l'aies ou tu ne l'aies pas. Moi je dis pourquoi pas en choisir une volontairement. Personnellement, mon parcours qui m'a amené au Raja Yoga, ça s'appelait au départ la paresse. Et moi j'étais un paresseux professionnel. C'était vraiment mon plus grand buzz, je pense, c'était la paresse. J'aimais pas étudier, j'aimais rien faire de difficile et j'étais assez expert en paresse. Et je vous jure, c'était assez vrai. Bon, je suis sûr que j'exagère un peu, mais quelque chose dont j'ai partagé souvent, j'ai fait ça dans ma vie, aller me coucher tout habillé, sans trop bouger, pour pas que ce soit trop froissé, afin que le matin, tout ce que j'ai à faire pour aller dans la voiture du papa qui allait m'amener à l'école, c'était ça, mettre les souliers, brosser les dents juste un petit peu pour enlever, et puis aller dans la voiture, puis pas bouger, dormir encore, puis après tu sors de la voiture, puis tu vas en classe, puis j'arrivais vraiment en classe, bon, là je me réveille. Je vous jure que j'ai fait ça plusieurs fois. J'ai dormi tout habillé, avec mes vêtements propres du lendemain. Hein. Je m'habillais le soir pour le lendemain, pour avoir à... Alors ceux qui ont des gamins, si vous pensez qu'ils sont paresseux, je viens de monter la barre un peu plus. Et c'est vrai que j'étais vraiment très très paresseux. Et donc, l'université, je trouvais ça un peu dur quand même. Fallait apprendre, fallait quand même passer des heures et des heures. Et j'avais choisi vétérinaire, donc qui était une des plus difficiles écoles préparatoires. Et là, un jour, je suis tombé sur un livre fabuleux. Ça s'appelait Les fantastiques facultés du cerveau. Et là, ça disait que t'as pas d'effort à faire. Non. Ton livre de philo, là, ou ton livre de maths, tu le prends, puis tu te dis, je sais tout ça. Bon, éventuellement, tu le feuilles, je sais plus comment ça marchait, là, mais tu peux le feuilleter un petit peu, puis tu sais tout. Puis là, il y avait des techniques, il fallait enregistrer des fois des passages avec une musique baroque, très spécifique, 4 temps. Alors, à l'époque, c'était des petits tape recorders, là, tu sais, vraiment les petits lecteurs cassettes. Et moi, j'enregistrais mes cours avec la musique baroque en arrière-plan. Et il disait, après tu vas te coucher, mais c'est ça que j'aimais beaucoup surtout, tu vas te coucher, puis c'est pas grave si tu t'endors, il faut que ça joue, puis ton subconscient va tout retenir. J'ai échoué lamentablement mon premier examen. Je suis arrivé en examen, je dis, écoute, tout va être là. Puis là, j'ai dit, quoi donc? Hello? Pourtant, c'était bien enregistré, c'était la bonne musique baroque, c'était le bon 4x4. Rien du tout. Ça n'a pas marché du tout, mon truc. Et puis dans la formule des fantastiques facultés du cerveau, il disait qu'il fallait visualiser beaucoup. Je me souviens, une visualisation où tu descendais des escaliers roulants, puis ça passait par des couleurs différentes. C'est toute la programmation psychoneurologique. Oui, il y a sûrement des gens qui ont réussi. Mais par contre, dans ce livre, ils n'arrêtaient pas de citer le Raja Yoga.
en disant, c'était une méthode bulgare, et ils utilisaient le Raja Yoga de Patanjali, en disant que c'était une des formules les plus mises à l'épreuve qui fonctionnait. Puis moi, j'avais retenu ça. Puis un jour, des années plus tard, j'arrive à Montréal et je trouve un petit dépliant. Puis quand je vois Raja Yoga, je dis, ah, je me souviens. Le paresseux en moi s'est dit, ça doit marcher. Et quand je suis arrivé au centre, puis qu'on m'a dit, pourquoi tu veux méditer? Moi, j'ai répondu, pour moins étudier. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux dire? Je dis, j'aimerais ça, pouvoir méditer, pour avoir tellement plus de concentration que j'aurais moins à étudier, puis à moins faire d'efforts pour l'étude. Elle m'a regardé en disant, lui, je suis pas sûr qu'il va rester longtemps. C'était vraiment ma motivation. Donc, tout ça pour vous dire, la paresse, c'était quand même pas mal ma profession. Et quand il a fallu développer dans la spiritualité une formule non paresseuse, je suis pas sûr, ça me tente encore. Mais la posture de plénitude, à ce moment-là, pour moi, était la notion de courage, de découvrir qu'est-ce que c'est que le courage, qu'est-ce que c'est que l'endurance, la persévérance, puis de découvrir un jour que ces qualités-là étaient beaucoup plus attrayantes que la paresse, et que je m'identifiais beaucoup plus et que je m'aimais davantage dans cette posture-là que dans celle de la paresse, même si je connaissais celle de la paresse beaucoup mieux. Évidemment, passer de l'une à l'autre, c'était vraiment pas évident parce que la paresse c'est une habitude qui prend le dessus sur n'importe quoi. Il fallait me voir faire la vaisselle. Comment un paresseux fait la vaisselle? Comment un paresseux cuisine? Il va juste salir un couteau. Il va tout calculer pour qu'il y ait le moins de vaisselle possible. Non, peu importe ce que je mange, je m'en fous. Mais il y aura juste un couteau. Comment tu peux éviter d'avoir une planche à découper pour pas avoir à la laver? Parce que c'est ennuyeux de laver les planches à repasser. Les planches à repassage, ça je vous en parle pas. J'ai trouvé une technique de repassage exprès pour le paresseux. Vous savez comment ça marche? Tu mets ton t-shirt plein de plis, plein de fripés, puis tu prends un vaporisateur, puis là tu tires sur ton t-shirt, tu fais ça, puis voilà, il est repassé. Le repassage du paresseux, super. Je devrais mettre ça sur Facebook, je pense, non? Sauf qu'un jour, il faut dire, c'est quand même pas la méthode idéale. Alors là où la posture de la plénitude devient intéressante, c'est que on visualise à quoi on ressemble dans un état de base, de plénitude. Et là, je vous avoue, on ne le fait jamais, on ne l'a jamais fait. On s'est toujours limité. On n'a jamais osé aller beaucoup plus loin. On peut être un peu moins paresseux, un peu plus heureux, un peu plus tolérant. Mais c'est quoi 100%? Mon 100%. Et l'idée de cette posture-là, c'est de s'aligner avec toutes nos valeurs, mais dans le concret. Contrairement à la première posture, qui est purement d'aller chercher une force métaphysique, énergétique. Là, ça devient incarné. Ça veut dire, je me visualise super heureux. Est-ce que vous êtes déjà vu super heureux? À part sur des photos de moments glorieux, d'anniversaires et autres. À quoi on semble vraiment heureux? Est-ce qu'on peut imaginer qu'on soit des experts de bonheur? À quoi on ressemble si quelqu'un disait dans quelques mois, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais tu as l'air beaucoup plus heureux. Hein? Tu rayonnes, ça se voit physiquement. Moi, la plus grande, comment je peux dire, mon plus gros échec, c'est quand quelqu'un me voit par hasard dans la rue, puis je prolonge les fronts comme ça, dans le marché, la tête baissée, très préoccupé, puis que la personne te dit, ça va, t'as l'air préoccupé pour un Raja Yogi, là, tu viens d'échouer ton examen, mais dur. Je suis censé incarner le bonheur, voilà. Oups. Alors, donc des fois, ça me permet de mesurer que, oui, on est un peu comme ça aussi. Mais, en méditation, ce qu'on recherche, c'est l'expérience dans laquelle, à quoi on ressemble quand on est empli de paix, empli de bonheur, empli de douceur, empli de tolérance. Ça ressemble, et c'est pas si désincarné ou si utopique que ça. Parce qu'on va visualiser cette plénitude, mais avec ma personnalité. C'est pas quelque chose de théorique, absolument inatteignable. C'est à quoi moi je ressemble.
quand je suis heureux? À quoi moi je ressemble quand je tolère? Et chacun tolère différemment. C'est comment moi je vais tolérer, comment moi je suis patient avec les autres. C'est quoi ma formule de patience? C'est comment j'agis dans la patience, etc. Donc ça, c'est une deuxième posture que j'appelle la posture de la plénitude. Et la troisième posture, qui est vraiment importante aussi, ça c'est plutôt une posture dans laquelle je suis dans la bienveillance. C'est la posture que vous allez voir, donc c'est pour ça que je disais c'est un peu positif, négatif. Plénitude, c'est vraiment, je me remplis, je suis moi-même responsable de tout ce qui me définit. La deuxième posture, c'est je deviens disponible pour le bien-être des autres. Je suis dans une posture de bienveillance. Forme un peu angélique pour ceux qui aiment ces images-là. La posture plus de qu'est-ce que je peux faire pour aider? Comment est-ce que je peux aider? Est-ce que j'entends? Est-ce que j'écoute? Est-ce que je comprends? Est-ce que je vois? Tu sais, j'aime beaucoup dans le film Avatar, je te vois. C'est pour dire bonjour, je te vois. Est-ce que je vois l'autre? Est-ce que je ressens l'autre? Parce que la posture de plénitude peut devenir très égocentrique, très égoïste. Et c'est pour ça que l'autre est nécessaire aussi. Puis ces deux postures ne peuvent pas durer longtemps sans la première. Il faut avoir une source d'énergie puissante pour être capable de croire en la positivité, puis de donner cette positivité. Puis cette forme de bienveillance, c'est vraiment une posture dans laquelle on sent des qualités très différentes. C'est moins, je dirais, la première posture, c'est comme si l'amour devenait la force de l'amour, la puissance de l'amour. Dans la deuxième posture, l'amour devient comme, tu sais, mon être amoureux. Je vis l'amour, je suis l'amour, j'aime l'amour, je ressens l'amour, etc. Puis troisième posture, c'est évidemment, je mets l'amour à la disponibilité des autres, à la disposition des autres. J'offre l'amour. Pas que je donne l'amour comme ça, pas que je le jette dans l'autre. Je le laisse là disponible. C'est un amour bienveillant, un amour disponible, discret, subtil. Dans la forme bienveillante, il y a une plus grande proximité avec toutes les formes de souffrance, de malheur, de peine, de perte, de vide. Il y a une empathie, sympathie, télépathie, il y a la communication avec l'autre qui se fait, parce qu'il y a une bienveillance. Pour être bienveillant, ça veut dire qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de marchand qui vient faire son petit tour, il y a le saboteur n'est pas là, mais il n'y a pas le marchand. Le marchand est l'antithèse du bienveillant. Le bienveillant, il est dans une forme très tendre. La bienveillance est extrêmement tendre. C'est cette capacité d'envelopper sans faire de mal. C'est de respecter l'autre, mais sans envahir l'autre. C'est fabuleux. La bienveillance est une dimension très douce, très douce, très lumineuse, très subtile, très nuancée. La bienveillance est dans les couleurs pastel. La plénitude est dans les couleurs, comment on appelle ça, chaleureuses, brillantes, éclatantes. C'est l'éclat. Puis la forme puissante, elle est dans une seule mini-couleur blanche, très laser. C'est une couleur laser. Donc c'est 3 dimensions. Et je vous invite à réfléchir dans la semaine à ces 3 dimensions parce qu'elles sont toutes les 3, je dirais, importantes, également importantes et dépendantes les unes des autres. Et l'alignement des 3 est ce que moi, personnellement, je ressens en ce moment comme étant le yoga que je pratique. Ma forme de yoga en ce moment, ce que j'identifie comme étant le yoga, pour moi, c'est cette connexion avec ces 3 formes-là. Et tout au long de la journée, l'effort, honnêtement, que je fais depuis un petit moment, c'est ma nouvelle description un peu de ce que j'aime faire. Je dirais, c'est vraiment axé là-dessus. C'est quand je suis au travail, au bureau, avec des gens. Des fois, je sens qu'il y a un côté ordinaire, un côté futile, banal. Ok, c'est bon, on est au bureau, on travaille. Et des fois, c'est peut-être de scanner en moi pour me dire c'est avec laquelle des 3 formes
que je ferais bien de me connecter en ce moment? Quand je suis fatigué, même physiquement, je sais que je vais toujours dans la forme d'énergie pure. Quand je suis de bonne humeur, beaucoup plus facile d'aller dans la plénitude ou dans la bienveillance. Mais des fois, la bienveillance, on ne la voit pas venir, on ne sait pas qu'elle est nécessaire. Parce qu'on a l'impression qu'il faut avoir de l'énergie pour être bienveillant, qu'il faut être disponible pour être bienveillant. Alors, ce n'est pas le cas du tout. On dit souvent, s'il nous manque quelque chose, la meilleure façon de l'obtenir, c'est de le donner. Et c'est en donnant aux autres qu'on reçoit cette même énergie. Alors, des fois, la bienveillance, elle est tout aussi empowering, elle est tout aussi énergisante que la forme de se mettre les deux doigts dans la prise de courant, puis youhou, ça va, j'ai trouvé le contact, j'ai de l'énergie. C'est donc chacune de ces formes-là, chacune de ces postures-là, apporte une espèce de nourriture ou un soutien différent. Et je vous invite peut-être pendant les prochains jours à juste essayer de transposer cette façon de voir, cette façon d'écrire un peu le yoga, la connexion, à votre échelle personnelle, dans les relations que vous avez avec les autres, dans les relations que vous avez avec vous-même, comment vous faites la vaisselle, comment vous cuisinez, dans quelle forme de bienveillance ou de paresse ou autre, quelles sont les forces qui prennent le dessus. Puis vous allez voir que juste de refaire le lien avec ces images-là, puis de dire, j'ai juste 3 formes, 3 points d'ancrage, 3 pôles, si vous voulez, ou 3 prises à aller essayer, la connexion n'est pas si difficile que ça. Comme si on disait aux gens, il y a 3 fils à brancher. C'est juste brancher les 3 fils. Un audio, un vidéo, puis une prise de courant. C'est un peu ça aussi. Tu peux voir, tu peux entendre, tu peux avoir le courant. C'est un peu la même chose, c'est de se dire, il n'y a que ces 3, enfin, je dis que pour ce soir, il n'y a que ces 3 dimensions. Et si on se branche à ça, bon, on va voir qu'il y a beaucoup de bienfaits qui peuvent ressurgir. Et ça, c'est le yoga. Quand on parle d'une posture de lotus, c'est quoi? C'est d'être détaché de l'eau sale et d'adopter une posture détachée. Ben, c'est ça aussi la bienveillance. C'est une posture. Alors, connexion, alignement, mais en sachant exactement qu'est-ce que je vais chercher dans chacune. Et ces 3 postures vont comme réparer notre identité. Parce que ce qui nous manque, c'est cette identité d'être chargé, d'être fort, l'identité d'être rempli, d'être vraiment plénitude, et l'identité d'être bienveillant aussi. Si vous pensez à l'inverse, vous allez voir ce que ça donne. Être vide, faible, être simplement à moitié, numéroté, limité, et non pas malveillant, mais impuissant devant ce qu'on vit, les autres, l'aide, etc. Donc, sans vouloir focaliser sur le négatif de ces 3 formes est très destructeur aussi. Il est très appauvrissant pour l'humanité et pour le soi. Mais malheureusement, le négatif, c'est ce qui nous amène vers le bas, c'est une force de gravité. Puis en ce moment, le monde entier a beaucoup cette énergie-là. C'est facile de se connecter sur le négatif. Vous n'avez aucun effort à faire. Dès que vous sortez, tout le monde va s'occuper de bien vous connecter avec le négatif. Ça se fait automatiquement. Mais se connecter au positif, c'est là où il faut une discipline, il faut une pratique spirituelle, il faut une présence spirituelle, il faut le faire, l'effort. Est-ce que je vous ai perdu? Vous êtes toujours au Raja Yoga 101, rue Saint-Denis, Journée internationale du yoga, ça va? En tout cas, personne dort, c'est un très bon signe en général. Pire conférence que j'ai faite, c'est quand tout le monde dormait à la fin. Ça m'avait beaucoup inquiété, ce jour-là. Donc, je suis content de voir que personne dort, c'est bien. Est-ce qu'il y a des commentaires, questions ou plaintes ou revendications quelconques? Mais pourquoi le négatif est plus fort? Pourquoi on est dans le négatif? Ouais. Écoute, une façon, je dirais un peu parabolique de répondre et de dire c'est un peu la saison. C'est une question de saison et d'entropie aussi. Et on Sur la Terre, c'est du négatif. En ce moment, c'est comme il y a un encouragement, il y a une accélération. Ouais. Il y a une accélération.
Il y a un discours fabuleux de Barack Obama qui a prononcé récemment, j'ai écouté ça, c'est vraiment fabuleux comment il l'a formulé. Et il décrit justement le défi de l'humanité en ce moment. Et lui, il décrit ça comme étant une perte d'énergie qui déclenche après tout un phénomène. C'est comme si on n'a plus... Quelqu'un qui n'est pas attentif, ben, il va créer des accidents. Les accidents vont créer la maladie, le handicap, les frais d'hôpitaux. Tu sais, c'est un effet, ce qu'on appelle un cercle vicieux. Et là, il y a une espèce de phénomène d'entropie. Et on se dit des fois dans la saison, quand c'est l'hiver ou quand c'est l'automne, les feuilles tombent de l'arbre. Puis on peut se dire, pourquoi les feuilles tombent? Franchement, c'est nul, ça ne devrait pas tomber. Ou on dit, ben regarde, c'est ça l'automne. Et là, on sent que on est pas mal dans le fond de l'hiver, puis qu'il serait peut-être temps que certains s'éveillent à un nouveau printemps. Et on sent que dans le monde aujourd'hui, enfin, je sais que je suis très cliché en disant toutes ces choses-là, puis c'est très Facebook, là, mais il y a les deux courants. Il y a un énorme courant négatif de violence. Écoutez, exceptionnellement, j'ai joué au tennis hier. C'est qui me connaît. J'étais encore sur un terrain de tennis. Et là, j'étais déconcentré. Ben, écoute, pendant 1 heure, tout ce qu'on entendait, 2 heures, c'est les sirènes, les pompiers. Puis je me disais, il me semblait qu'il y a des années, moi je disais à tous les gens qui venaient à Montréal que c'est une ville plus calme, tu sais, qu'on n'entend pas tant que ça. C'est pas comme New York. Ouais, hein. Puis depuis des mois et les dernières années, j'ai trouvé que ça va en augmentant. C'est de plus en plus buzzé. Il y a de plus en plus de problèmes. Tu regardes l'accélération de violence dans le monde aujourd'hui, c'est effrayant. Mais également, il y a une accélération de gens qui ont des solutions. Et on voit de plus en plus d'initiatives pour le bien, que ce soit une journée internationale du yoga. Il y a de plus en plus de gens qui ont décidé, non, moi j'investis dans le bien. Il y a une pollution épouvantable de l'océan. Et maintenant, j'ai vu au moins une dizaine d'initiatives internationales de très grande envergure pour nettoyer les océans. Puis écoute, quand tu dis, tiens, on va aller nettoyer l'Atlantique. OK, viens-t'en, t'as un petit bateau, là, on va prendre avec ton filet de pêche, on va aller ramasser les... Non, il faut penser comment on va nettoyer les océans. Et il y a des gens qui ont mis sur place des systèmes invraisemblables. Je veux dire, c'est spectaculaire. Alors oui, il y a le négatif, mais il y a le positif aussi. Alors je pense que le négatif est naturel, mais si on se branche sur le positif, on trouve qu'on n'est pas tout seul. Il y a d'autres personnes. Hein. J'aimerais juste ajouter aussi que le négatif est plus un mot de survie. Un mode de survie. De survivre. On dit le négatif faiblesse de notre cerveau. Et nos ancêtres, pour survivre, ils étaient toujours, ils cherchaient le danger, ce qui est négatif. Alors, notre cerveau est resté avec cette pensée primitive, mais pour développer le positif, il faut faire un effort. Il y a comme des causes anthropologiques, alors. Vous allez dire quelque chose aussi? Oui, à Radio-Canada, il y a 3-4 semaines, une émission économique qui résumait, il disait que $1 sur 10 est dépensé à Wall Street en énergie renouvelable. C'est beaucoup. C'est ça, il y a beaucoup d'initiatives qui commencent à... Puis tout ce que Donald Trump fait, encourager le retour au charbon, ça ne marchera pas parce que les entreprises sont rendues déjà ailleurs. Fait que lui, il y a des initiatives. Oh oui, c'est très vivant. Alors, je vous propose, déjà à 8h15, je vous propose une méditation pour conclure, voyons, pour clore ou conclure, l'un ou l'autre, mais conclure la soirée. Et, ok, on fait ça, on va méditer, bonne idée. Alors, très simple pour méditer, le corps dans une posture très naturelle. C'est juste de détendre le corps en quelques secondes, prendre une bonne respiration. Et juste à travers l'air qu'on prend dans le corps, qu'on met dans le corps, juste sentir qu'on détend toutes les parties du corps. Juste de bien détendre tous les muscles.
Je vais sentir que le corps s'abandonne complètement. Et même s'il y a des parties du corps qui sont souffrantes, pour lesquelles il y a des malaises, on laisse aller pour quelques instants. Et c'est comme si le corps se mettait dans un mode d'auto-guérison. Une fois que le corps est détendu, on peut détendre l'esprit, les pensées. Et pour commencer la méditation, je visualise au centre du front une lumière. C'est comme une présence de lumière. Je ressens cette pression au centre du front, très douce. C'est comme si je prenais le temps de reconnaître l'existence de l'être, la présence de la conscience, la source de la vie qui anime mon corps et mon esprit. Et mes pensées deviennent plus lentes, plus calmes. Je reste à visualiser cette lumière et je ressens toute la puissance de la lumière, comme si je prenais un bain de lumière. Je laisse cette lumière m'envahir complètement. Je peux même visualiser la lumière qui se propage dans mon corps tout entier. Comme s'il y avait des ondes de lumière. Je ressens seulement l'abandon, le silence, la puissance. Et très doucement, je fais apparaître devant moi toutes les couleurs de la vie, comme s'il y avait une danse de qualité autour de moi. L'amour, la paix, le bonheur, la tendresse, la douceur. Comme si je marchais dans un champ de fleurs et que toutes les fleurs me regardaient et que je m'imprégnais de leur parfum. Je ressens toute la joie, toute la luminosité, toute la brillance de chacune de ces valeurs. Comme si je prenais un bain avec toutes ces valeurs autour de moi. Et j'aspire à cette plénitude, ce bonheur entier, cet amour qui dépasse toutes les limites, cette très grande force spirituelle qui m'habite. Et plus je ressens l'amour, plus je ressens le bonheur,
plus je sens que toutes mes aptitudes spirituelles deviennent présentes. Le respect, la tolérance, la flexibilité, l'art de vivre, de bien vivre. Et je continue à ressentir la présence de toutes ces valeurs. Et très naturellement et doucement, je tourne mon visage légèrement de côté et je vois le monde. Je vois les milliards d'êtres humains. Toute la vitesse du monde. Et je sais que même s'il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de choses magnifiques dans le monde, tellement de personnes ressentent une forme de souffrance ou une autre. Tellement de stress. C'est comme si je quittais un peu mon champ de fleurs, toute la lumière qui m'habite. Je sens la bienveillance, la capacité d'être là pour les autres, d'aider les autres, de rien faire à leur place, de leur offrir ma présence. Et toutes ces valeurs que j'ai vues dans le champ sont là avec moi. L'amour, la paix, la confiance. J'essaye simplement de garder ça autour de moi et de transmettre ces valeurs aux autres. Que ce soit seulement par une écoute, un regard, un sourire. J'ai la main tendue. Je sais prendre celle d'un autre, sans rien imposer. Je transmets tout mon amour, toute ma bienveillance. Alors, j'espère que vous vous sentez bien, que les postures de yoga vous ont fait du bien et qu'on se reverra bientôt. Alors, une bonne semaine à toutes et à tous et Om Shanti à tout le monde. Bonne soirée.